Julien Cassel d'Alvexo, qu'on applaudit une nouvelle fois. Merci. On a encore des interventions, vous n'avez pas à m'applaudir à chaque fois. donc voilà. Est-ce que tout le monde m'entend, c'est bon? Ouais. Ok, super. Donc alors je vais reprendre du début puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés entre temps. Donc alors on va reparcourir un petit peu notre site internet un peu plus rapidement. Donc pour ceux qui ne savent pas qui on est, encore une fois, nous sommes Alvexo, d'accord, propriété de VPR Safe Financial Group. Nous sommes à Chypre, nous sommes en train d'ouvrir aussi un bureau à Paris. D'accord, on se développe énormément, comme j'ai expliqué à un monsieur qui est ici. Il y a 2 ans, on a commencé à 30 ou 40 personnes. Aujourd'hui, on est 350, c'est pas pour rien. Aujourd'hui, ce qu'on propose principalement, c'est un service. C'est-à-dire que nous concrètement, on a des analystes, des gestionnaires de comptes, peu importe comment on les appelle, qui, eux, sont limités à un certain nombre de comptes, histoire d'avoir la possibilité de gérer un maximum de gens et de leur apprendre. Aujourd'hui, on met vraiment la chose la plus importante pour nous, c'est l'éducation du client. Donc à partir, il me semble, le 23 novembre avec Vidéo Bourse, vous allez avoir un webinaire avec un de nos analystes, d'accord, sur justement la discipline durant le trading. Voilà, pour ceux qui s'inscrivent ici avec nous ce soir pourront y participer. Alors déjà, pour commencer, pour tous ceux qui ont accès à leur mail avec lequel ils se sont inscrits, vous avez reçu un lien immédiatement, vous pouvez sortir vos téléphones et les regarder. Donc, je vous invite à cliquer dessus. D'accord, enfin, je ne vous oblige pas non plus, mais bon, il faut le faire. Parce que dedans, en fait, on va immédiatement parler de ce qu'on appelle des signaux de trading. Donc, n'ayez pas honte, sortez vos téléphones, cliquez sur le lien, d'accord. Donc, je vais m'inscrire en même temps que vous pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. D'accord. J'ai un téléphone Alcatel il y a 15 ans. Bon, chacun. Les jeunes sortaient vos téléphones. Je vais vous le faire voir, vous ne croyez pas. Et j'ai la batterie derrière. Bravo. Et pourtant, je suis un super trader. D'accord. Donc alors une fois qu'on a... on va faire ça rapidement. Une fois qu'on s'est inscrit, donc vous allez avoir normalement, donc je vous pose la question, si vous êtes débutant, compétent ou pro. D'accord. N'hésitez pas à vraiment à dire, enfin je vous conseille de tous écrire débutant afin de recevoir une formation d'éducation qui va vous aider le plus. Pour le mot de passe, vous pouvez écrire A majuscule BC 1, 2, 3 et le changer évidemment plus tard. D'accord. Donc là, on va avoir accès aux signaux de trading. D'accord. Alors les signaux de trading, c'est quoi? C'est des informations que vous recevez 2 fois par jour, d'accord, qui ont une fiabilité très élevée, donc de 80%. D'accord. Donc, pour ceux qui ont le téléphone dans la main, ils ont juste à cliquer sur signaux de trading sur le côté gauche. D'accord. Donc voilà. On a 3 signaux qui arrivent généralement entre 15 et 17 heures. Je vous le dis, généralement, c'est plus à 15h, 15h30. Donc, on a des signaux sur de différentes valeurs. On en a des fois donc les valeurs les plus pertinentes du moment. On en a parfois sur les indices, sur les devises ou sur les actions. D'accord. On a un petit bouton en haut à droite, en bas à droite qui vous permet de cliquer directement sur la valeur, donc d'accéder à votre espace de trading et de pouvoir bénéficier directement du trade intéressant. Alors,
on va retourner au signal. D'accord. Donc l'idée, encore une fois, je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous, on vous offre deux possibilités, il n'y en a que deux, soit à la hausse, soit à la baisse. Mais c'est quand même assez clair que quand on dit point d'entrée, donc position baissière en dessous de 1.4568, c'est assez clair que la position doit être à la vente et non à l'achat. D'accord. Ici, vous pouvez placer donc votre take profit. Évidemment, le take profit va varier selon ce que vous voulez et le gain que vous voulez faire. Donc si c'est à 1.45, éventuellement vous gagnerez un petit peu moins que 1.4525 si la position est baissière. Voilà. Donc tout à l'heure, il y a un monsieur qui nous a parlé de la... Est-ce qu'on aurait pu gagner ou on aurait pu perdre sur justement les élections américaines qui ont eu lieu. D'accord. Moi, aujourd'hui, dans ce genre de contexte, donc, on dit à nos clients, évidemment, que c'est très risqué de trader, et encore plus avec ce genre de situation. Mais malgré tout, moi, ce que je vois, c'est la veille, un euro-dollar qui était à 1.1024, d'accord, qui est monté et descendu. Donc là, moi, ce que je vois, c'est une possibilité de trader à la hausse, à la baisse, en mettant un take profit. Évidemment, pour ceux qui ont mis un stop loss, c'est cuit. Mais en mettant un take profit avec 50 pips en haut ou en bas, dans les deux cas, je ne vois pas d'autres possibilités de gain. Évidemment, si vous avez les fonds nécessaires pour trader. Voilà. Donc, on a parlé d'Alvexo. On a parlé des webinaires qu'on propose à partir du 23 novembre avec le site partenaire Vidéo Bourse. Aujourd'hui, donc dans nos locaux, on rencontrera de plus en plus de clients intéressants et intéressés afin de multiplier les partenariats. D'accord. Donc, je vais représenter en quelque sorte le site sur tous les types de comptes. On a eu une question tout à l'heure sur avec quel compte on doit commencer. Alors je vais vous le dire, aujourd'hui le compte le plus populaire et le compte le plus tradé, le plus ouvert, c'est le compte Gold, d'accord, qui a un spread qui est un peu plus bas que le compte classique et évidemment sur lequel on bénéficie de pas mal d'avantages. Voilà, je vous le dis, la principale différence entre le compte classique, le compte Gold et le compte Premium, je reviendrai sur le compte ECN, c'est surtout le service qu'on reçoit. Évidemment, plus on investit, plus on a de rendez-vous avec son gestionnaire, parce qu'avec 500 €, évidemment, on n'a pas de matière pour avoir 2 à 3 rendez-vous par semaine, ça ne sert à rien. Donc voilà. Les différents comptes, donc le compte classique qui commence avec 500 €, le compte Gold qui commence avec 5000 €, le compte ECN donc sur lequel on peut trader sur les actions qui commence aussi avec 5000 €, et le compte Premium qui commence lui avec 10 000 €. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a la liste des services. Donc on a les signaux de trading qui sont envoyés par SMS, le calendrier économique avec les opportunités qui sont envoyées eux aussi par SMS, un support personnel appuyé et un rapport des analyses après selon vos disponibilités. Encore une fois, l'avantage qu'on a principalement chez nous, c'est qu'on se plie au calendrier, à l'agenda du client. Une personne qui a qu'une demi-heure entre 20h et 21h, il trouvera quelqu'un chez nous. Une personne qui est disponible qu'une fois par semaine, évidemment on ne travaille pas le samedi et le dimanche, et qu'une fois par semaine, selon ses horaires, on va trouver quelqu'un. Comme j'ai expliqué à monsieur, chaque vente, chaque ouverture de compte est enregistrée et écoutée. Pas pour contrôler nos employés, puisque on a la SAISEC, donc notre régulation qui fait très bien, mais surtout, on écoute les conversations pour voir à quel type de personne et selon les horaires de chaque analyste ou chaque gestionnaire de compte, on va envoyer le client.
Un client qui est disponible uniquement le matin va aller chez tel analyste pour pouvoir trader avec la personne qui, elle, travaille, je vous donne un exemple, de 7h à 14h. Donc voilà. En gros, Alvexo, encore une fois, c'est une société qui mise tout sur l'éducation du client, qui mise tout sur l'accompagnement du client. D'accord ? On n'est jamais assez renseigné. D'accord ? Jamais. Et ça j'en suis persuadé. Aujourd'hui, on reçoit des clients qui sont des brokers, qui sont chez des brokers plus importants que nous et qui ne savent pas calculer un pips ou qui ne savent pas calculer un gain. Donc ça, ces clients-là, on les apprend, on les refaçonne depuis le début et on fait en sorte que chez nous, qu'ils comprennent tout ce qu'il fait. Voilà, encore une fois, je vous invite à cliquer sur le lien, à rentrer vos noms et à mettre commencer à recevoir les signaux de trading. Voilà, je laisse ma place. J'ai une question. Oui, monsieur. J'ai vu un bonus au début. Alors ça, je comptais en parler à la 3e partie. D'accord, ok. Vous allez me revoir toute la soirée. Je rentre avec vous à la maison aussi, si vous voulez. Alors, exceptionnellement, donc il y a un bonus assez élevé qui monte jusqu'à 50% de bonus selon évidemment l'investissement donc, que vous recevez. Et évidemment, selon le type de compte, vous pourrez participer à la webinar et à nos différents événements à venir. Voilà. Des questions ? De toute façon, je vais vous revoir tout à l'heure. Merci. Merci à tous. On va maintenant accueillir Benjamin Mauger et on l'applaudit aussi chaleureusement. Ah ok. C'est une très bonne question. Bien. Alors, bonjour à tous. Alors ce soir, vous avez déjà vu le Forex avec M. Trichet, et là on va voir le DAX, donc tout ce qui est un peu les indices, donc un indice assez populaire qu'on voit pas mal sur les réseaux sociaux, et en plus qui est assez simple quand même à maîtriser si on suit un certain nombre de règles, et qui en plus est plus avantageux quand même à trader avec des CFD qu'avec d'autres produits. On va voir ça pendant le webinaire. Donc, je vous ai pris vraiment un produit qui va correspondre, je pense, le plus au style global d'investissement de tout le monde. Alors, on va faire un petit avertissement sur les risques, comme la régulation l'exige. Donc, les CFD étant des instruments à effet de levier, il est possible que vous perdiez rapidement votre dépôt. Les CFD sont des instruments à haut risque et ne conviennent donc pas à tout le monde. Nous vous conseillons de demander des conseils si vous ne comprenez pas les risques encourus. Toute information contenue dans ce cours est purement à titre éducatif. Alvexo et le présentateur ne sont pas des conseillers financiers et ne recommandent aucun instrument de quelque sorte que ce soit. Tout instrument mentionné tout au long de cette vidéo n'est cité qu'à titre purement éducatif et indicatif. Voilà, comme ça on a fait le job. Alors, trading et gestion du risque sur le DAX. On va commencer par une petite introduction, histoire que pour les plus novices, on sache de quoi on parle. Caractéristiques spécifiques du DAX, comment le trader, la relation spécifique, donc action future, parce qu'il y a plusieurs méthodes de calcul, on va le voir, pour valoriser ce produit. Comment lire le VDAX, donc ça c'est la volatilité du DAX, donc le risque associé à ce produit. Les faiblesses de ce produit, parce qu'on ne va pas avoir que des avantages aussi. Et après on fera une petite phase de questions. Donc le DAX a pour but de montrer la santé économique de l'Allemagne à travers un indice représentant les 30 plus grosses entreprises allemandes. C'est un indicateur qui se calcule jusqu'en 1988, date où le futur DAX est créé et devient tradable. C'est-à-dire qu'avant 1988, on ne peut pas trader le DAX, c'est juste un indicateur comme le PIB par exemple. On peut trader les actions du DAX, ça ok, mais on ne peut pas trader le DAX directement. Et à partir de 88, il y a plein de produits dérivés qui vont sortir, comme le futur, puis après le CFD plus tard. Et du coup, on va pouvoir le trader directement.
Le futur DAX, il va coter donc de 8h à 22h, et c'est sur ça surtout qu'on va se baser. Les actions allemandes, elles sont calculées de 8h à 20h, c'est-à-dire que vous avez la bourse qui va coter le produit, mais elles sont tradables, donc échangeables, que de 9h à 17h45. Donc ça c'est une petite indication supplémentaire. Sur le CAC 40, ça va être de 9h à 17h35 qu'elles sont calculées. Et là elles sont calculées un peu plus longtemps, donc ça permet d'être un peu plus juste sur les prix, mais ça ne joue pas tant que ça. On compte environ 100 000 contrats futurs tradés sur le DAX par jour. Donc c'est un indice moyennement liquide, d'autres diront plutôt liquide. Enfin, ça va, c'est après à l'appréciation de chacun, mais on ne peut pas dire que c'est un indice très liquide, et on ne peut pas dire que c'est un indice qui n'est pas liquide non plus. Alors, pondération sectorielle du DAX. Qu'est-ce qu'on a? Ah, vous voulez peut-être, pour ceux qui écrivent, que je laisse un petit peu? Allez-y, hein, c'est... On a le temps. Hein. Non, on n'a pas le temps. Faut aller vite. Non, on est un peu pressé par le temps en fait. Ah, okay. Alors, pondération sectorielle du DAX, donc qu'est-ce qu'on a un petit peu dans ce DAX? On a de la chimie, de l'automobile, biens industriels et services, assurance, technologie, services, biens de consommation et autres. Donc c'est quand même un indice qui va être très très sensible à la conjoncture économique parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup d'industriels. Caractéristiques spécifiques. Comment le DAX se calcule? Le DAX, il a une façon très particulière de se calculer. C'est le seul indice qui va se calculer comme ça. Donc ça, c'est très important de savoir comment il se calcule pour pouvoir ensuite trader. Parce que de par ce calcul, on va pouvoir en distinguer des stratégies. Donc vous avez la somme des actions donc, sur leur pondération, auxquelles on va rajouter, donc, en exposant les dividendes. Donc c'est dividendes donnés à un taux Q, hein, pour ceux qui veulent aller plus loin. C'est pour ça que c'est en exposant. Auxquels on rajoute donc les taux d'intérêt qui, eux, seront facteurs du temps restant à l'échéance. C'est-à-dire qu'après, les taux d'intérêt, forcément, comme il y a de moins en moins de temps restant à l'échéance, bah, le taux d'intérêt va valoir 0. Mais il a quand même un petit impact, même si il est très petit, parce qu'en ce moment, les taux d'intérêt ils sont autour de 0,05, donc c'est vraiment tout petit. Mais si on revient dans une économie comme dans les années 80, où le taux d'intérêt est de 10%, bah, il faut savoir ce qu'il y a dedans. Donc comme on vient de voir, le DAX, il inclut donc les dividendes dans son indice, contrairement au CAC 40 et au Dow Jones, et aussi au SP500. Donc c'est pour ça que le DAX, il est très très haut. Et si on veut vraiment le comparer, parce qu'on ne peut pas comparer CAC 40, Dow Jones, tout ça, avec le DAX, il faut prendre le CAC 40 avec les dividendes. Et donc vous pouvez chercher, si vous voulez, on peut le faire ensemble. Alors, si j'ai Internet, voilà. CAC GR. Donc ça va être le CAC avec les dividendes. Et vous avez, si vous voulez, CAC NR. Ça c'est avec les dividendes réinvestis net. Donc vous voyez que le CAC 40, là ça vaut à peu près combien? Ça va valoir 4003, j'en fais pas trop. C'est ça à peu près. 4005, 4003. Et vous voyez qu'avec les dividendes, ça vaut quand même 11 000. Donc ça n'a rien à voir. Donc on ne peut pas vraiment comparer DAX et CAC 40 comme ça. Donc c'est important de remettre un peu sur la même échelle tous les produits. Hop, comment on dit? Il y a des petites questions sur ça ou ça va? Ça vaut 11 000 depuis 88, c'est ça que ça veut dire? CAC 40 c'est 87, ouais, avec les dividendes qui ont été donnés. C'est ça. Voilà. Oui. Est-ce qu'on peut trader le CAC NR? Je pense pas que ce soit possible. Mais théoriquement, si vous détenez les actions depuis ce temps-là, mais il faut voir ça plutôt comme un indicateur. Voilà. Je pense pas que ça se... Non, je suis presque sûr que ça se traite pas. Non. Parce que sinon, tout le monde ferait ça pour profiter des dividendes, en fait. C'est pour ça que le DAX, pour le coup, c'est un indice qui est un petit peu mieux, parce que quand on le prend, bah, on touche quand même les dividendes. Alors que le CAC 40, bah, que dalle. C'est une donnée fondamentale, car toute chose égale par ailleurs, le DAX augmentera toujours plus et baissera toujours moins que les autres indices. Ça c'est d'un point de vue mathématique, hein. Je ne dis pas que forcément le DAX il baisse beaucoup, il monte beaucoup parfois, mais d'un point de vue mathématique, voilà comment il se comporte. Cependant, donc le DAX, c'est un indice qui est très volatile avec un écart type journalier très très important. C'est un indice nerveux qui a tendance à chercher les excès
et les stops des investisseurs. Les niveaux techniques sont donc larges et les fameuses portes de salon sont nombreuses. Donc la difficulté un petit peu du DAX, c'est comment mettre un stop loss alors que c'est un indice qui ne va pas trop respecter ses niveaux. Il faut être un peu large. Je pense que la meilleure méthode, du coup, ça va être d'investir un petit peu moins, du coup, donc être un petit peu moins sensible à cette fort écart type, et du coup, de ne pas se prendre des stops continuellement, juste parce que le marché il a décidé de faire 3 points de plus que d'habitude, quoi. Un effet de levier supérieur à 10 diminue de façon significative les chances de succès à long terme. Un investisseur prudent le limitera donc à 5. Enfin j'ai mis à 3, mais je trouve entre 3 et 5 maximum, c'est déjà bien. On le verra après, je vous ai ramené 2-3 track records que j'ai dans mon ordinateur pour vous montrer. Il n'y a pas besoin d'en mettre un max pour faire de l'argent sur le long terme. C'est vraiment pas une façon de trader qui est saine et qui vous permettra de gagner sur long terme. Alors oui, vous pouvez avoir de la chance avec un effet de levier de 100, mais c'est vraiment pas ce qu'il faut. Pour vous donner un ordre d'idée, tout le monde se souvient de la banque Lehman Brothers. À votre avis, quel était l'effet de levier qu'avait cette banque et donc qui a craché à peu près? Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais, ouais c'est ça. Hein, on voit les anciens étudiants qui ont bien travaillé. Donc vous voyez, une banque peut mourir avec un effet de levier de 27. Donc comment nous, avec les petits montants qu'on a par rapport à leurs milliards, on peut réussir avec des effets de levier, je ne sais pas, de 50 ou 100. C'est vraiment, c'est pas du bon boulot et je ne recommande pas de faire ça. Et si vous voulez jouer un coup comme ça, c'est comme aller jouer au PMU ou sur un match de foot. Mais ça revient plus du pari que de l'investissement. Donc vraiment, essayez 3-5, c'est déjà beaucoup et vous verrez sur le long terme, vous faites largement assez, quoi. Je vous montrerai des performances où c'est largement capable avec un effet de levier de 1 de faire du 5% par mois. Vraiment. Le DAX reste cependant un indice très intéressant à utiliser du moment qu'on maîtrise correctement son effet de levier et son risque. Des petites questions là-dessus ou c'est bon? Ok, on avance. Relation action-future. Afin de comprendre qui domine cette relation d'arbitrage action-future, il faut identifier les zones de pression exercées par les volumes. C'est-à-dire que parfois, vous vous souvenez, le DAX est quand même basé sur des actions. On l'a vu dans la formule, c'est la somme des actions. Qui est le marché qui va tirer le plus? Est-ce que aujourd'hui les investisseurs ils ont plus envie de trader les actions ou ils ont plutôt envie de trader le futur? On va voir que, je vais vous montrer après comment voir ça, mais les actions elles ont vraiment un impact significatif parfois sur l'indice et donc il ne faut pas non plus les prendre à légère. C'est pas parce qu'on fait du DAX qu'on ne doit pas regarder quand même les actions qui sont dans l'indice. Donc en ce moment, des pressions se trouvent sur les industriels et notamment Volkswagen qui a perdu 50% de sa valeur en un an alors qu'elle représentait presque 6% de l'indice. Donc en gros, le DAX il a pris une baume de 3% juste à cause d'une action. Donc voilà, il fallait faire attention à cette annonce sur Volkswagen et un petit peu la pricer dans votre analyse. Par exemple, je ne sais pas si vous avez un niveau qui était 3% en dessus, bah vous prenez le niveau qui est 3% en dessous et vous ne pouvez pas savoir forcément de combien Volkswagen va baisser, mais vous pouvez ajuster vos niveaux en fait en fonction de la pression des volumes sur tel ou tel secteur ou action. Quand les actions montent ou baissent de façon homogène, la pression se trouve alors sur le futur. Les niveaux techniques sont à surveiller sur le futur DAX. Et donc quand ça va être hétérogène, donc je sais pas, on va avoir plusieurs secteurs à 3% à la hausse et un autre secteur à moins 2, il faudra plutôt regarder le DAX en cash, c'est-à-dire les actions. Je vais vous montrer un petit exemple. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai sur mon tableau de bord. Je regarde ça et je regarde ça c'était ce matin. Dans quel sens le marché l'a tiré? Et là vous voyez que c'est globalement homogène. Il n'y a aucun secteur qui tire vers le haut. Pour qu'il y en ait un qui tire vers le haut, il faudrait que par exemple les financières soient à plus 3. Et là elles seraient un petit peu en dehors des autres. C'est bon pour tout le monde parce que ça peut paraître un peu difficile à comprendre. J'ai vu pas mal de trucs, c'est un peu dense. Ça va? Vous avez une explication de cette différence? Pourquoi le futur est tiré par un secteur plutôt que... Non, le futur a aussi des dividendes, tout est identique sur la manière dont on calcule les futurs?
Bah, il y a juste les taux d'intérêt en plus. Ouais. Et taux d'intérêt. Est-ce que c'est lié à ça, le fait qu'il y ait une différence ou- Non, c'est genre juste s'il y a un secteur qui va intéresser particulièrement les investisseurs. Imaginons, on revient sur le cas Volkswagen, et ben le secteur automobile il va se mettre à beaucoup baisser parce qu'on va avoir peur, par exemple, sur Mercedes, qui est dans le DAX, et qui pourrait avoir fait la même fraude. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc on va regarder un petit peu plus ce secteur. Et donc c'est ce secteur, on va investir directement sur les actions, et après ça va être répercuté sur le futur par de l'arbitrage en fait. Mais c'est les actions qui vont tirer, dans ce cas-là, l'indice vers le bas. En termes de timing. Ouais, c'est eux qui vont arriver en premier, et l'autre ça va être plutôt du hedge. Voilà, ils vont suivre en fait. Juste une petite pause. Est-ce que quelqu'un est venu avec une 206 grise et qui a garé un petit peu en freestyle? Parce que là, il y a un camion qui essaye de sortir de la CCI, il n'arrive pas. Et il pense que c'est quelqu'un qui est là. Bon, super, tout le monde est bien de Bonne continuation. Bon, on a vu un peu quelques outils pour trader le DAX. Après, on verra un peu sur le graphique. Hein. Là, c'est vraiment des outils. Alors après, bien sûr, hein, je ne l'ai pas mis, mais il y a le calendrier économique. Informez-vous de ce qui peut tomber pour trader la news ou ne pas la trader. C'est-à-dire, je ne sais pas du tout ce qui peut se passer, je sais pas, pour le PIB allemand. Je vais m'abstenir de trader pendant 1 heure, par exemple. Il ne faut pas tenter quelque chose où on ne va pas être à l'aise. On va voir maintenant comment lire le VDAX. Le VDAX, c'est un truc assez nouveau. Ils en ont sorti un nouveau il n'y a pas très longtemps qui s'appelle New VDAX, si jamais vous cherchez sur Internet. Et ça, ça peut paraître peut-être un peu compliqué, mais c'est simple. Ça reste relativement simple. C'est une méthode qu'on utilise pas mal dans les banques et dans les hedges, et ça va vous permettre un indicateur qui va vous dire est-ce que mon scénario, il est réalisable ou est-ce qu'il est complètement farfelu en fait. Donc vous faites le DAX, ou futur DAX, peu importe ce que vous voulez, fois le VDAX, donc N, donc, que vous mettez à la racine, donc N la période de votre choix, donc je veux savoir le DAX combien de points il peut prendre dans, moi j'ai mis 47 jours, donc j'ai mis de aujourd'hui à la fin de l'année. Sur 252, c'est le nombre de jours de trading dans l'année, donc on enlève les week-ends, les jours fériés, tout ça. Donc on prend 10 660, c'était le prix de ce matin, qu'on multiplie donc par la valeur du VDAX, c'est très très simple à trouver. Sur Google, vous tapez VDAX, vous l'avez tout de suite. Fois donc le nombre de jours à la racine, et on obtient, ça faisait 389 hein, si vous cherchez, mais on va dire 400. Et on va utiliser un tableau basé sur la courbe gaussienne des probabilités, donc en gros la loi normale. Alors, c'est un copier-coller qui est mal fait, mais c'est pas le SP500 du coup, ça va être le DAX. Il a 68% de chance de gagner ou de perdre, donc là pour le coup c'est 400 points. Ok, la phrase il faut la remettre pour le DAX. Je l'ai fait ce matin vraiment pour essayer d'être au plus près du marché. Du coup j'ai pas tout surveillé, mais en gros il a 34% de chance de prendre 400 points ou de perdre 400 points du 14 novembre au 31 décembre. Okay, il a 13% de chance de gagner ou perdre 800 points, 2,1% de chance de gagner ou perdre 1200 points et 0,1% de gagner ou perdre 1600 points. Là, c'est vraiment un petit indicateur qui va pouvoir vous dire, quand vous entendez des conseils à la télé, est-ce que c'est du n'importe quoi. Par exemple, on voit des gens qui nous disent le DAX il va tomber à 7000, quelle est la probabilité que ça arrive selon l'investisseur? Parce que le VDAX, ça va être un produit qui va être déterminé par l'ensemble du marché. Donc pour moi, c'est un indicateur qui est vraiment factuel et très très intéressant parce que c'est le sentiment de tout le marché. Le VDAX, c'est pas moi qui l'ai décidé, hein, c'est l'ensemble du marché qui a décidé ça. Il y a des petites questions sur ça ou ça va? C'est un indice parallèle au DAX en fait, c'est ça? C'est en gros, le VDAX, il va mesurer l'ensemble de toutes les volatilités de toutes les options sur le DAX et il va en faire une synthèse. Et pour à peu près, il va prendre, la moyenne c'est souvent 27 à 37 jours pour l'échéance des options. C'est bon? Donc voilà, donc ça c'est la traduction de ce que je vous ai dit avec la petite courbe. Vous voyez, on a 34% de chance d'aller dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Donc il a quand même de grandes chances de rester dans ces prix-là, donc ça ferait entre 10 200 et 11 000 pour la fin de l'année. Les faiblesses du DAX, c'est un indice qui est beaucoup trop pondéré en industriel, qui va être très très sensible à la conjoncture économique.
Le manque de liquidité sur les futurs est donc préférable de trader le DAX via des CFD. Je vais vous montrer juste après un carnet d'ordre, je vous ai fait un petit screenshot. Le DAX en futur, moi je trouve ça pas terrible parce que dès qu'on met un contrat, on influence le marché, tout ça. Il n'y a pas ces prix qui sont proposés, il y a des spreads qui peuvent être énormes. Par exemple, si je ne me trompe pas, sur le DAX, sur le CFD, le spread ça doit être à peu près de 1. Je sais plus, c'est à peu près ça. Sur le DAX, sur le futur, vous pouvez avoir des 3 spreads. Enfin, 3 points de spread. Donc ça fait 3 fois 25, ça fait beaucoup. Et donc, le DAX, c'est quand même mieux via des CFD. Et en plus, ça coûte beaucoup moins cher, hein, parce qu'un futur DAX, c'est 300 000 € à peu près. Donc, alors que le DAX, là, ici, je pense chez Aldexo, vous pouvez commencer à trader à partir de 10 000 ou 1000 €, je parle juste en termes unitaires de contrat. Donc c'est vraiment petit, vous pouvez investir pour tous les portefeuilles. Le DAX, il va être quand même réservé aux professionnels, et en plus, on ne le fait pas trop. Le carnet d'ordre, donc si vous utilisez cet indicateur, il est peu fourni, mais vous pouvez très bien regarder celui de l'Eurostoxx qui est bien plus précis et où on a beaucoup plus de volume et ça marche assez bien. Enfin, moi, c'est un indicateur que j'utilise, je prends le carnet de l'Eurostoxx et quand je vois qu'on a des niveaux techniques sur le carnet, par exemple, beaucoup de volume tradé à ce prix-là ou à un prix qu'on n'a pas encore vu, il y a énormément de volume, par exemple, je sais pas, on va dire que si on prend l'Eurostoxx à 3501, il y a 500 contrats, et à 3500, il y a 1000 contrats, je vais me dire, bah voilà, ce prix, pour les investisseurs, il est quand même beaucoup plus fort, et s'il y a une résistance, ça sera plus dur à passer. Et enfin, donc ça c'était aussi un petit problème pour trouver des informations sur ce webinaire, il faut bien comprendre l'anglais ou l'allemand pour trouver des infos sur le DAX, il y a très peu d'infos en français pour aller chercher des trucs bien. Alors, après vous avez juste les comparaisons des carnets d'ordre, je vous ai mis en même temps, si vous ne connaissez pas les produits, le slash c'est le nom du produit sur MT4. Vous voyez, donc vous avez le SP500, donc là c'était pas encore ouvert, hein, c'est en session européenne, donc vous avez 100 contrats, bon c'est pas grand chose, c'est plutôt aux alentours de 500 en session américaine. Le DAX, vous voyez qu'il n'y a vraiment pas grand chose, il y a un spread de 1, tous les prix sont pas proposés, alors que sur l'Eurostoxx, vous voyez c'est quand même solide, on peut voir quelque chose, le DAX ça va bouger tout le temps, enfin on n'y voit rien, ça donne mal à la tête, c'est pas terrible. Ok, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu? Tout va bien, n'hésitez pas. Excusez-moi, la courbe que vous avez montrée tout à l'heure, à 30%, Ouais. c'est centré sur le zéro, c'est-à-dire que grosso modo, on a moitié de ça y est, de paire. Comment on lit cette courbe? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? En gros, c'est juste pour voir, est-ce que mon scénario, il est crédible ou pas? Par exemple, j'imagine, je sais pas, je vous dis le DAX, j'invente, il va perdre 2000 points d'ici la fin de l'année. Je vois une grosse crise, c'est complètement surévalué. Et bien on voit que selon les investisseurs au niveau du VDAX, il y a 0,1% de chance que ça se passe. C'est comme ça. On analyse, en gros je pense là que le DAX va perdre 500 points, bah, il y a 13% de chance que ça se passe. Mais en même temps, il y a 13% que ça ne se passe pas. Je veux dire, les possibilités qui se passent. Ah, il y a 13% que ça se passe, du coup bah, il y a plutôt 87% que ça se passe pas. Oui. C'est juste pour voir si le scénario il est crédible en fait, au niveau de tous les investisseurs, puisque le VDAX, ça va être la traduction du sentiment de tous les investisseurs, plutôt que d'utiliser des volatilités qu'on calcule en banque, comme la volatilité locale, qui est un calcul personnel et donc qui est un peu influencé. Là, c'est la traduction de tout le monde. C'est ça qui est bien pour cet indicateur. Autre chose ou pas? Excusez-moi, est-ce que ça vous dérangerait de remettre le diapo 7 s'il vous plaît? 7. Avant ou après du coup? Le diapo numéro 7. Ah ok, pardon. C'est juste à quelle heure? C'est bon? D'autres questions peut-être? Celle-là? Courbe gaussienne des probabilités, c'est la loi normale en fait. Tout simplement. Je l'ai noté ici. Voilà. D'autres? Oui? Réellement, la loi normale avec c'est pas ça. Pardon? En termes de rendement, S'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas, parce que je m'entends vraiment pas. en termes de rendement, lorsqu'on utilise
Parce que sur la loi normale, on n'a pas ce qu'on appelle les big tails, c'est-à-dire des rendements qui vont être des hauts rendements, de très faibles rendements, qui vont venir, je dirais, élargir les queues de la loi normale. Bah ça, après, ça dépend comment tu la configures, c'est toi qui décides. Moi, j'ai fait un truc simple pour tout le monde, mais là, tu vois que les hauts rendements qui sont sur les extrémités, ils sont quand même peu probables. Mais empiriquement, empiriquement, on a quand même comparé une loi normale standard, c'est une loi normale gaussienne qu'on dit on a des rendements qui sont négatifs, très positifs, pour être plus présent que sur une loi normale gaussienne. Oui, si tu veux. Oui. Après, enfin, tout ça, c'est des questions d'interprétation des chiffres. Comment tu vas les interpréter Là, c'est genre juste un outil. Après, tu peux le modifier. Moi, je vous ai donné l'outil de base. Après, suivant comment tu sens le marché, tu peux ajouter des paramètres. C'est comme la volatilité. Dans les banques, on va utiliser la volatilité locale qui va être avec des plages. Si tu veux, après, je te montrerai dans l'ordi les différentes modélisations qu'on a, qui sont plus complexes. Mais si on rentre là-dedans, je pense que je vais perdre tout le monde. Ça va être compliqué. Il y a des gens qui comprennent là, oui, ça va. Moi je trouve que c'est décousu. Qu'est-ce que ça nous apporte pour du trading réellement? En gros, quand vous établissez un scénario, là c'est évident et là franchement je peux pas discréditer, mais où est l'intérêt pour du trading là? Vraiment là, en gros, si vous voulez, si ça continue comme ça, moi je m'en vais. Non mais c'est vrai, bon, c'est bien que le monde rigole, mais soyez honnête avec vous-même. À quoi ça va vous servir? Justement, la réduction des rentabilités, c'est... Alors maintenant que je vous ai posé la question, allez-y. Bah moi je vous dis. Luttez contre moi pour m'expliquer, parce que je suis à votre écoute. Moi je vous dis. Vous établissez un scénario, donc avec vos indicateurs, tout ce que vous voulez, et vous dites le marché. Donc là, c'était une analyse pour le 31 décembre. Je pense qu'il va perdre 1000 points, par exemple. Selon la volatilité qu'on a prise du VDAX, qui est une traduction de tout le ressentiment de tous les investisseurs, et c'est un produit qui s'échange, donc ce n'est pas un produit que j'invente, je le prends sur la bourse. J'ai tant de pourcents de chance que mon scénario il se réalise, mais c'est un outil, je ne dis pas c'est une vérité générale. Alors on dirait que c'est pour remplir le temps, vraiment, il n'y a rien de concret, c'est évident. Bah oui, si se passe ça, et ça ce sont que des suppositions. Non, mais je comprends pas, ça a un vrai intérêt, parce qu'il vous dit qu'il y a un certain pourcentage de chances qu'un scénario se produise par rapport à un autre. Donc c'est bien, après, une fois qu'on a une probabilité, on peut mettre en place un scénario, c'est concret. Vous êtes là pour gagner de l'argent ou pas? Ou pour apprendre quelque chose de théorique? Justement, c'est VDAX ça donne les stop profits après. Ça permet d'avoir les stop profits ou les stop loss. C'est ça qu'on est en train de voir. Des opérations gagnantes. Non mais déjà ça c'est pas possible, on va faire des opérations avec un certain risque, mais on ne peut pas avoir que des trades gagnants de toute façon. Sinon, enfin, je pense que si on joue que les trades gagnants, on va dans le mur. Parce que sinon on ne fait pas de stop terme, ça doit être bien de se dire tiens s'il se passe ça, des centaines de points. Oui, après, c'est une valorisation que j'ai dit au 31 décembre. J'ai pas dit, dans 2 minutes, eh ben, j'ai 34%. Non, ça nous aide pas. Pour du scalping, ça sert à rien. Je suis d'accord. Voilà. Après, est-ce qu'il y a que des scalpers dans cette salle? Je suis pas sûr. Ah ben, j'espère pas. Moi, je suis scalper, mais c'est vrai. Oui, alors, pour du scalping, c'est un outil qui est moins intéressant. Mais après, ça peut vous dire, si vous avez un scénario baissier, mon scénario qui est baissier, il a tant de pourcents de chances de produire, et donc du coup en scalping, suivant les pourcentages de chances que j'ai, je vais plutôt le travailler comme ça. Si j'ai peu de pourcentage, bah, du coup je vais mettre des stops plus courts. Si j'ai beaucoup de pourcentage de chances que ça se réalise, je vais mettre des stops plus longs, parce que je suis plus dans la tendance du marché. Cette volatilité qu'on a traduite, qui a été donnée par le marché. Le stop, il va y arriver, ne vous inquiétez pas, vous aurez perdu ce que vous avez dit. Après, moi je pense que le mettre des stops c'est vraiment essentiel, mais bon. On va... Oui. En fait, par rapport aux normes gaussiennes, en fait, ça s'appelle comment ce type de norme? Ce type de norme, en fait. Parce que vous avez dit que vous faisiez... Tu peux parler plus fort? Ok,
Ok. En gros, comment on appelle ces normes? C'est tout ce qui vient de la loi normale. Après, je sais pas s'il y a un nom. Je suis pas mathématicien non plus, financier, mais je regarde sur Internet là pour le coup. Justement, pour me renseigner par rapport à ça. La loi La gaussienne, normale. la loi normale ou gaussienne, c'est le même mot pour deux choses identiques. Enfin, c'est deux mots pour deux choses identiques. Est-ce qu'il existe plusieurs lois? Il y a d'autres lois qui sont peut-être plus appropriées à la bourse, mais ça, c'est la première qu'on peut utiliser. Elle est déjà un premier pas. Des bases pour travailler. Ouais, ouais. Alors, s'il vous plaît, deux minutes. C'est un petit peu ce que je veux. Monsieur, s'il vous plaît, bien fort. Donc vous n'êtes pas présenté, donc je voulais savoir est-ce que vous faites du trading au quotidien et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous... Ah bah c'est ce que je vais faire juste après, on va aller sur... on va passer au trading autoral. Après si vous voulez ce que j'ai fait, bah, j'ai gagné plusieurs concours de bourse, donc ça m'a permis d'arriver très très vite dans le trading. Par exemple je suis arrivé 3e au terme du trading, le trading day IG Market je suis arrivé 1er, la compète de l'EDEC je suis arrivé 2e, le concours FXM je suis arrivé 1er, plusieurs concours comme ça, et ça m'a permis en fait d'aller rapidement dans le trading. Après, donc, j'ai travaillé en tant que professeur en école d'ingénieur et de commerce, que je suis toujours. Par exemple, l'ESCA à Paris, ESCE, l'école centrale d'électronique. Au niveau du trading, donc, j'ai une société qui travaille, on voit avec une autre société, Green Bull Capital, donc qui est un hedge fund, et avec lequel j'ai plusieurs clients là-dessus, donc j'ai environ 500 000 euros de fonds clients, avec plusieurs clients. En gros, les tailles les plus petits doivent être autour de 6 000 euros, et les plus gros ils sont autour de 50 000, voilà. Que je mets tout sur une MAM, et donc je passe un clic, et ça copie sur tous les fonds des clients. Voilà. C'est clair pour vous? Ok. Je vous ai ramené justement quelques track records pour vous montrer un peu comment je trade et vous montrer un peu cette limitation des risques et qu'il ne faut vraiment pas faire le fou. Même avec des gros comptes, vous verrez qu'on n'en voit pas tant que ça. Ok? Alors. Hop, on va prendre une T4. Alors, première chose que je fais, là encore, je pense qu'on a quand même un public débutant, donc je vais rester quand même assez large. Je vais prendre pas mal de recul et je vais regarder quelles sont les tendances globales du marché. Donc on voit que là, on a une tendance haussière, et là on est plutôt à la neutralisation, même si là, on a un petit retour haussier qui est plutôt pas mal. Donc je me dis, voilà, marché plutôt haussier, mais hésitant. Donc je vais plutôt travailler à la hausse, mais je ne vais pas non plus surpayer des plus hauts en me disant que ça va continuer à exploser, comme par exemple un Dow Jones, si on veut comparer. Si on regarde le Dow, bah voilà, là il est au plus haut de jamais, et ça c'est le genre de marché, comme on a moins de phases d'hésitation, on peut payer plus facilement les plus hauts. Le DAX, c'est pas encore le cas, on est en phase un petit peu de récupération, là on voit, si on trace des niveaux techniques, ça c'est très simple, vous prenez les outils que vous disposez, et puis vous essayez de relier un maximum de points hauts et de points bas, tout simplement. Et ça va vous donner une tendance générale qui va vous dire dans quel sens on va plutôt travailler. Mais après, ça ne veut pas dire que là la tendance elle est acheteuse, et ça ne veut pas dire que je vais faire que acheter. Là par exemple, moi j'ai vendu là sur ces points-là, les points hauts. On va voir après pourquoi. Là, on a quand même une cassure de ce niveau, donc vous voyez qu'on avait ce point-là, où on a pas mal buté là. Tout le monde le voit bien. Et là, c'était une grosse résistance sur ces niveaux. Et c'était un niveau très très intéressant qu'on vient de casser et sur lequel on a eu un retour. C'est-à-dire qu'on le casse comme ça, avec un petit gap, et on a eu un retour. C'est-à-dire qu'on a permis à toutes les personnes qui avaient vendu légitimement ici, qui pouvaient dire ok, ça a marché une fois, deux fois, trois fois, pourquoi pas 4. On vient les sauver ici, et donc ça veut dire que tous ces vendeurs qui étaient coincés ici, ils ont pu se transformer en acheteurs, parce qu'ils ont pu se libérer en utilisant ce pullback.
Jusque-là, ça va ou pas? Ok. Donc là, on a une traduction rapide un peu de la tendance générale. Ça travaille à l'achat et au niveau des investisseurs, il n'y a personne qui est coincé, on n'est pas monté direct. Donc, quand je vois un marché comme ça, je me dis ça peut monter, mais doucement. Parce que s'il n'y avait pas eu de retour, on aurait pu monter de façon plus agressive. Parce que toutes ces personnes qui étaient coincées ici, ils auraient été obligés de se stopper à un moment ou à un autre. Parce que quand on est gestionnaire dans un hedge, quand on perd plus de 5%, souvent on n'a pas le choix de couper la position. C'est le boss qui fait hop, je ferme. Et c'est le comportement que vous devez avoir pour votre compte. Alors, si vous perdez 30%, c'est vraiment n'importe quoi sur un trade. Maximum, allez, on va dire 3% par trade, quoi. Et à 5%, il ne faut pas réfléchir, il faut couper. Tous les stops que j'ai pris, franchement, je ne m'en souviens plus. C'est du passé, ça s'est passé. Au final, j'ai récupéré. Tous ceux que j'ai pas pris, je m'en souviens encore, parce que j'ai pris très très cher. Donc, n'hésitez pas, placez vos stops. Et n'hésitez pas à couper une position, vous vous en remettrez à partir du moment où vous n'avez pas mis trop de levier. Bien sûr, si vous tradez avec un effet de levier de 30, comme on l'a dit tout à l'heure, voilà, c'est pas la peine, c'est trop tard. Il vaut mieux trader avec des effets de levier plus petits pour pouvoir mieux gérer ses stops, et puis psychologiquement, c'est quand même plus simple. Bon, en weekly, on n'a pas grand chose de nouveau. Et maintenant, en daily, on voit qu'on a quand même un bon niveau autour de ces points-là. Et là, on a l'élection de Trump, et donc on est sur un marché un peu biaisé. Là, il y a plein de gens qui n'ont pas pu sortir. Et il y a eu beaucoup de stops, c'est ça qui a fait que c'est monté très très haut. Donc là, pour le coup, je vais travailler plutôt vendeur. Mais je vous dis, j'ai pas mis beaucoup de contrats. Je dois en avoir. J'en ai 30. Ce qui n'est pas beaucoup. Je ne suis même pas en effet de levier de 1. Parce que pour 500, ça fait, en gros, je suis investi à 300 000 sur 500 000 que j'ai. Donc vous voyez, je ne vais pas rentrer avec un effet de levier, je vais rentrer tout doucement et je vais voir ce que le marché a fait. Donc là, on a un niveau de résistance, c'est une situation particulière parce qu'on a eu cette élection, et après justement je vais vous expliquer, c'est ce que je mettais pas mal sur les réseaux sociaux, on va voir un peu comment trader ce genre d'événement qui ressemble beaucoup au Brexit. Mais là voilà, je prends une position vendeuse et mes points de rachat, ça va être sur les premiers niveaux. Donc ce serait entre 10 400 et voilà à peu près 10 560. C'est une zone où je vais commencer à me racheter. Si je vois que ça prend plus de temps, bah, je vais plutôt prendre 10 560. Si je vois que c'est très rapide, que le marché il est bien nerveux, bah, je vais plutôt aller chercher 10 400. Mais je ne vais pas chercher non plus beaucoup plus bas, comme on pourrait aller chercher là sur le retour de cette ligne 9600, parce qu'on est dans une tendance haussière, on a cassé un niveau. On ne va vraiment pas tenter le diable déjà. Là, on peut dire qu'on a eu un peu de chance. Notre niveau, il a marché malgré une grosse hausse. On est déjà content. On va prendre les gains dès qu'on arrive sur des niveaux. Après, ça, c'est à vous de juger, suivant votre niveau de risque et votre capital, quel niveau vous allez prendre. On va zoomer un petit peu plus pour voir comment ça s'est passé. On voit que ça tape bien. Il y a pas de... Là, on a un gap, mais qui est très vite comblé. Donc, il n'y a vraiment pas de souci sur ces points-là. Là, on pourrait dire, si on doit aller être un petit peu plus précis sur le court terme, on a ce genre de petit niveau. Mais voilà, concrètement, ça traduit ce que je vous disais. Là, vraiment, le marché, il est tradable en mode long terme. Parce que les niveaux, ils sont larges, alors que il y a 2-3 mois, on était sur un marché qui était plutôt court terme parce qu'on était très concentré. Là, on est sur un marché qui peut aller vraiment dans n'importe quel sens. Du coup, on va mettre moins de levier et on va profiter de cet excès de volatilité qu'on a un peu. On a un écart type qui est beaucoup plus grand. Alors, on va revenir, ça vous aviez été beaucoup à me demander sur les réseaux sociaux, de vous expliquer un peu comment trader cette élection de Trump. Hop. Premier indicateur qu'on avait aussi sur Dow Jones, peu avant l'élection, le marché, donc là on ne le voit pas parce que Alexo code de 8h à 22h comme le futur, mais il peut y avoir d'autres courtiers. Après, je ne vous conseille pas forcément d'y aller parce que sur ces autres courtiers, ils vous cotent en plus.
C'est-à-dire ils cotent la nuit, mais avec des spreads de 20, et c'est un peu à leur appréciation. Là, chez Alvexo, bah, vous avez la vraie traduction du futur, et donc ils ne peuvent pas dire, bah ouais, à 3h du matin, selon nous, le DAX, il valait 10 800, puis hop, il déclenche tous vos stops, c'est pas cool. Donc là, je vous dis, sur d'autres marchés, on était monté, enfin sur d'autres brokers, on était monté beaucoup plus haut. Après, ça peut vous avantager, comme ça peut vous désavantager, mais vous sachez que vous avez quand même des gros spreads. Donc, c'est pas non plus des prix qui sont très très fairs. On avait le marché qui commençait à monter très haut. Et là, ce que je me suis dit, c'était comme pour le Brexit. Et le Brexit, je l'ai joué exactement de la même façon. On a un marché qui monte parce qu'il ne peut pas baisser au point où il était avant. On ne peut pas baisser en étant à 10 200 parce que la situation, elle n'est pas catastrophique en fait. Ça voudrait dire que là, on passera en crise financière avec, je sais pas, des gros chiffres du chômage. Enfin, économiquement, ce serait vraiment, vraiment pas bon. Et du coup, on ne pouvait pas baisser sur ces prix-là. Ce serait injustifié en fait par rapport à la conjecture économique. Donc, on fait monter un petit peu le marché pour le faire baisser, pour montrer quand même qu'il y a eu un impact sur cet événement. Là, on va le faire baisser. Et là, c'est vraiment des prix où je vais essayer de travailler à l'achat. Sur tous les retours, vous voyez, cette ligne-là qui se dessine, on va travailler à l'achat à chaque fois. Alors après, vous prenez le nombre de points qui vous paraissent bien. Sur ce type de trade, moi j'aime bien prendre entre 40 et 70 points, c'est pas mal. Parce qu'on a vraiment un marché qui va beaucoup réagir, on a beaucoup de volume, on a beaucoup de stocks qui vont être déclenchés parce qu'il y a des investisseurs qui ne sont pas du tout préparés. Par contre, je ne vous dis pas du tout de vendre. Hein. Je vous dis, quand on est sur ces prix-là, on ne va pas chercher la vente, c'est beaucoup trop risqué. Par contre, quand on est là, le marché, avec ce genre d'événement, en plus, Trump, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais une chose dont on est sûr qu'il est capable de faire, c'est faire des milliards. Donc peut-être qu'au niveau des États-Unis, et c'est ce qui s'est traduit, les États-Unis ont eu un record historique après son élection donc sur leur bourse, je pense qu'économiquement, il peut faire des choses bien. Donc le marché, il va se mettre à monter, et là, vous vous mettez à acheter, bien sûr, avec un effet de levier correct, et vous travaillez tous les retracements, tout en travaillant toujours à l'achat, jusqu'à qu'on revienne en fait au point où on était avant. Oui. Pardon, le lendemain de l'élection, je crois que ça a ouvert à -5, c'est bien ça, grosso modo? Sur les futurs, ouais, c'était même plus, ouais. Mais alors, donc, à ce moment-là, à 9h01, vous faites quoi? C'est ça, parce que là, vous dites, les minutes d'après, vous voyez que ça remonte au fur et à mesure. Moi, j'ai acheté tout de suite. La tendance, mais à 9h01, vous faites quoi? Vous ne faites rien. J'achète tout de suite. Vous achetez, mais pourquoi? Ça ouvre à -5, vous achetez? Oui, parce que vous n'avez pas peur que ça dégringole aussi? Parce qu'en fait, je n'aurais pas acheté si la veille, le marché, il avait commencé à baisser. C'est ce que je veux dire? Si... Pardonnez-moi, c'est typique d'un crack si ça ouvre à -5 sur une annonce qui n'était pas prédictible, prévisible. Moi, personnellement, je vois à 9h01 -5, je vais surtout pas acheter, je vais attendre de voir ce qui se passe. Et vous dites, vous êtes assez téméraire pour rentrer dans le marché, c'est ça que Dans ce type de situation, on a la situation, elle est, la veille, on a eu un marché qui est monté. Ouais. Et pour moi, j'étais presque sûr que Trump, il allait être élu, parce que le marché montait. Il montait,